Donc on a Chris ici qui nous demande si donc il y a sa cliente qui veut une solution particulièrement écologique ici pour isoler sa toiture et il demande un petit peu ce qu'il peut lui proposer. Donc dans la pratique, quand on parle de solutions écologiques, on pense directement à l'isolation thermique de la toiture. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on prévoyait initialement et ce qu'on imaginait comme évolution en 2014, donc au moment où la NIT 251 a été prévue, on voit qu'on a eu une évolution principalement de la résistance thermique avec des évolutions de 6 cm d'isolation en 1975, 2006, 12, etc., pour arriver à quelque chose comme 20 cm aujourd'hui. Et ils imaginaient qu'entre 2015 et 2021, on irait même jusqu'à des épaisseurs d'isolation supérieures à 30 cm. On remarque que dans la pratique, ce qui s'est produit, c'est pas vraiment la même chose, et on s'est arrêté avec cette résistance thermique d'environ 4, donc un U de 0,24. Donc ça, c'est la prescription qu'on trouve actuellement dans la PEB. Pourquoi est-ce que l'évaluation n'a pas suivi vraiment ce qu'on imaginait? En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une vision plus globale sur le bâtiment, et notamment une analyse de cycle de vie des matériaux. Donc ça veut dire que l'énergie qu'on va utiliser pour un bâtiment, c'est pas uniquement l'énergie qui va être utilisé pour chauffer ce bâtiment, mais également l'énergie qui va être utilisée pour produire l'ensemble des matériaux. Donc, on a vraiment une vision plus globale du bâtiment qu'uniquement la vision d'économie d'énergie lors de l'utilisation du bâtiment, mais vraiment une vision sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, si on regarde un petit peu des ordres de grandeur, on se rend compte que avec un bâtiment qui respecte la PEB, donc sur les critères de 2020, on a environ donc un tiers de l'énergie qui va en fait servir à produire, qui sert en fait à la production des matériaux, et environ 2 tiers de l'énergie qui sert à chauffer le bâtiment pendant, si on prend une période opérationnelle, donc une durée de vie du bâtiment de 60 ans. Donc en fonction de l'augmentation d'isolation qu'on va prévoir pour notre bâtiment, donc par exemple un bâtiment NZEB, donc qui est mieux isolé avec des critères plus stricts, on voit qu'on arrive à un ratio d'environ 50-50 entre l'énergie opérationnelle, donc l'énergie pour chauffer le bâtiment, on voit qu'elle a baissé, c'est la partie orange du graphique ici, mais par contre la quantité d'énergie pour produire les matériaux, qui dit plus d'isolation dit plus de matériaux, qui dit plus de matériaux dit plus d'énergie pour les produire, et donc on voit que plus on va isoler notre bâtiment, plus cette frange de matériaux va être importante. Donc très clairement ici, on ne peut pas dissocier. À partir d'un certain moment, ça n'a plus vraiment d'intérêt d'augmenter l'isolation des bâtiments si on se rend compte que ça génère une consommation d'énergie pour les produits. Donc là, dans les quantités d'isolation qu'on regarde aujourd'hui, on voit quand même bien qu'on est encore qu'une isolation supplémentaire est encore relativement favorable pour des gains globaux, mais on arrive quand même vers une asymptote horizontale, donc à un moment où en fait isoler plus n'a aucun intérêt pour économiser de l'énergie. Autant en fait ce même matériau venir le mettre d'un point de vue global sur une autre maison pour pouvoir lui permettre de faire des économies d'énergie plus importantes et gérer donc les économies d'énergie d'un point de vue plus global. Mais donc de manière générale, on va avoir un niveau positif sur le CO2. Donc ce qu'on regardait ici, c'est plutôt les émissions de CO2 que l'énergie à proprement parler. Mais on a vraiment une pression sur les ressources naturelles. Donc il faut aussi regarder les différents critères de l'analyse du cycle de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec ce qu'on appelle les ACV, donc les analyses de cycle de vie, notamment avec l'outil Totem que vous trouvez sur Internet et qui est disponible gratuitement, qui va en fait essayer de chiffrer l'impact des différentes phases auxquelles les produits, donc l'extraction des ressources, la fabrication des matériaux, le transport de ces matériaux, donc la phase d'utilisation, donc la phase durant laquelle par exemple notre matériau isolant est en place dans la maison et sert à limiter la perte d'énergie, mais aussi l'énergie qu'on va utiliser en fin de vie, soit pour détruire ce matériau, soit pour le transformer en autre chose. Donc il y a différents critères qui sont utilisés pour ça. Donc
le critère du changement climatique. Hein, quand vous verrez une analyse de cycle de vie avec l'unité en CO2, ça, ce sera les critères basés sur le changement climatique, mais vous avez aussi toute une série d'autres critères. Donc, il y a 12 catégories, 19 indicateurs qu'on va mettre ensemble pour en fait arriver à un score unique. Donc il faut faire attention qu'actuellement les ACV c'est pas encore très connu, mais ça pourrait être intégré à la PEB à partir de 2027, et donc ça vaut la peine de commencer à s'intéresser à la thématique, parce que ça va quand même changer pas mal de choses. Ça pourrait changer pas mal de choses sur la manière dont on conçoit des parois. Donc ça veut dire, ok, on va regarder, il me faut une telle quantité d'isolant, mais on va aussi considérer, ok, j'ai utilisé telle énergie ou telle ressource pour produire mes matériaux, et donc il va falloir comprendre un petit peu comment ça marche. Donc on a commencé à faire une série d'analyses. Vous voyez un graphique ici qui est assez complet. L'idée générale, donc, c'est pas de comprendre tout ce que vous voyez là-dedans. Donc, on a regardé un petit peu, donc, par rapport à une rénovation de toiture à versant, l'impact environnemental global de l'isolé selon différentes méthodes. Donc, on regarde la colonne de gauche, hein, donc soit une isolation par l'intérieur, soit par l'extérieur. On regarde ensuite, soit on essaye de garder la charpente existante, on la complète au minimum, ou alors on prévoit une nouvelle charpente, et dans le cas des isolations par l'extérieur, ben ça, la plupart du temps, les charpentes sont conservées et on vient isoler par l'extérieur. Donc on voit les différentes possibilités, différents isolants qui composent notre système d'isolation, qu'on a voulu comparer les uns avec les autres. Et donc, on compare les différentes compositions entre elles, et on regarde un petit peu sur les différentes phases du cycle de vie, sur les différentes couches, mais l'impact des différentes couches. Donc, si on regarde de manière un peu plus globale, on voit que de manière générale, les systèmes d'isolation par l'extérieur vont avoir un impact plus important que les systèmes d'isolation par l'intérieur. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand on isole par l'extérieur une toiture, ben, ça nécessite de devoir refaire la couverture, et donc dans un système actuel où on ne récupère pas la couverture, donc on va avoir besoin de produire des nouvelles tuiles, produire des nouvelles ardoises, et cette production va avoir un impact qu'on voit ici en bleu dans le graphique, et qui est vraiment non négligeable sur l'impact global de ces solutions. Néanmoins, si on regarde un petit peu les différentes solutions d'isolation par l'extérieur, on voit quand même qu'on va avoir des différences assez importantes en fonction du type d'isolant qu'on va choisir. On peut par exemple voir ici que le PS, ou alors une isolation par l'extérieur avec une surstructure remplie de cellulose ou de laine de bois, va avoir tendance à avoir un impact beaucoup plus faible qu'une isolation en panneau rigide de polyuréthane, par exemple. Donc, je vous renvoie à l'article sur le sujet. Donc, si vous tapez sur votre moteur de recherche analyse de cycle de vie pour la rénovation énergétique des toitures à versant, vous allez retrouver l'article sur notre site internet. Donc, comment est-ce qu'on peut encore diminuer cet impact et ce cycle, donc l'impact de la production des matériaux? Et c'est en essayant de venir aussi faire intervenir des principes d'économie circulaire dans le matériau. Donc actuellement, quand on regarde un peu la manière dont on travaille, c'est on extrait des ressources, on produit des matériaux, on les met en œuvre, et à la fin du bâtiment, on démolit tout, et soit on incinère, soit on met à la décharge. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir appeler une économie linéaire. Et l'économie circulaire, c'est quoi? En fait, c'est essayer à chacune de ces étapes de venir en fait réutiliser un matériau en fin de vie pour pouvoir le remettre dans le processus et limiter en fait l'extraction des ressources. Donc la première chose, plus le cercle va être petit, plus ça va être vertueux, parce qu'on va pouvoir limiter l'impact. Hein. Donc la meilleure chose à faire, évidemment, c'est un matériau qui est déjà en place, c'est de le réparer, essayer de pouvoir le conserver le plus longtemps possible pour du coup allonger sa durée de vie. Deuxième chose, c'est bien le maintenir, donc c'est prévoir des périodes d'entretien qui sont le plus maîtrisées possible pour à nouveau pouvoir allonger sa durée de vie.
Si il est en fin de durée de vie, on doit démolir un bâtiment, se dire ok, j'ai un matériau à ma disposition, ben, je peux éventuellement le réemployer, ça veut dire que je ne vais pas devoir le produire à nouveau. Et finalement, la dernière chose qu'on peut faire, ben, c'est dire ok, moi je ne sais pas réparer, je ne sais pas maintenir, je ne sais pas réemployer, ben, je peux essayer d'imaginer ok, je vais recycler ce matériau et donc pouvoir en faire autre chose et le réutiliser en fait comme matière première dans une usine de construction. Construction. Donc ça va permettre de tout ça limiter l'impact sur les quantités de ressources qui vont être utilisées et limiter la quantité de déchets qui se retrouvent soit en incinération, soit en décharge. Donc Chris ici nous pose la question, il dit ouais, tu tournais pas autour du pot les autres fois, moi j'ai une cliente qui attend, qui veut sa solution écologique. Donc là je vous ai fait une petite introduction sur voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer si une solution est écologique ou pas. Et maintenant, on arrive sur la maison ici d'Églantine. Je vous présente Églantine. Elle a une belle petite maison des années 70 ici. Elle aimerait bien une solution écologique. Ben, la première chose qu'on va faire pour avoir une solution écologique, c'est trouver le moyen de limiter les consommations énergétiques. Donc, elle a une finition intérieure ici au niveau de son toit. Donc, elle n'a pas d'autre solution que se tourner vers une isolation par l'extérieur de la toiture. On va essayer de sélectionner des compositions en fonction de l'analyse de cycle de vie qu'on a regardé. Et on a vu que les trois qui sortaient un petit peu du lot, c'est donc un sarking avec du polystyrène expansé, une surstructure en bois, donc une nouvelle charpente réalisée au-dessus de la charpente existante remplie de cellulose ou de laine de roche. Et troisièmement, on va essayer d'optimiser cette situation en faisant intervenir des principes d'économie circulaire. Donc, essayer de choisir une composition la plus durable possible, facilement réparable, pas trop compliqué à entretenir, essayer de pouvoir utiliser des matériaux réutilisés et aussi rendre une composition réutilisable par la suite, qu'elle soit facile à démonter pour pouvoir, si on doit un jour démonter notre toiture, qu'elle puisse au moins être utilisée ailleurs et en cinquième pilier, qu'il soit recyclé. Premièrement, donc, on va faire notre choix. Donc, l'impact de la couverture. Est-ce que je peux réutiliser la couverture en place? Donc, on regarde notre bâtiment ici. On voit qu'on a des ardoises en amiante. Donc, malheureusement, ici, on n'aura pas d'autre possibilité que de les évacuer. Par contre, je peux éventuellement récupérer une couverture qu'on a trouvée sur un ancien chantier. Par exemple, ici, on a fait un chantier avec une ancienne église. On a démonté toute une série d'ardoises qui sont encore, dont certaines sont encore en assez bon état. On peut les récupérer. Donc très clairement ici, si on regarde la petite barre qui correspondait à l'impact environnemental total de notre toiture, si on vient réutiliser une couverture d'un autre bâtiment, en fait, c'est comme si on enlevait cette composante donc sur l'impact environnemental et donc on diminue sensiblement l'impact environnemental de notre rénovation énergétique. Donc, qu'en est-il de solutions qui peuvent être à la fois réparables facilement et qu'on peut entretenir? C'est une pose au crochet. Pourquoi une pose au crochet? Parce que pose au crochet par rapport à une pose au clou, le crochet, on va pouvoir tout simplement le déplier, retirer une ardoise qui serait éventuellement cassée, et pouvoir reglisser une nouvelle ardoise à la place de l'ardoise qui est cassée, sans devoir avoir un impact sur l'ensemble de la toiture. Donc ça va être assez facile d'intervenir. Et éventuellement, vous, en tant que couvreur, proposer un contrat d'entretien, donc dire à votre client, moi, je vous garantis que je passe 2 fois par an sur votre toiture, que je viens un peu enlever les mousses, que je viens nettoyer les gouttières, et vous êtes sûr que votre toiture va pouvoir durer le plus longtemps possible sans avoir de fuite. Donc là, on arrive vraiment à une solution qui est globale. On a limité l'impact de la couverture, l'impact environnemental de la couverture de manière générale. Deuxième question à se poser, là on voit que dans notre toiture, on a des lucarnes. De lucarnes, est-ce que je peux récupérer l'étanchéité de toiture qui est au-dessus? Oui, en fait, on a déjà une étanchéité de toiture. On peut éventuellement l'utiliser comme par vapeur. Donc, la solution habituelle, c'est utiliser donc l'étanchéité donc de la toiture plate de la lucarne comme par vapeur, venir recoller un isolant par au-dessus et une nouvelle étanchéité de toiture. Ce qui est un peu ennuyeux avec cette solution, c'est que tout est collé, donc on n'a pas vraiment une solution qui est démontable, qui est peu recyclable.
Et donc, on peut essayer de se poser la question, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver mieux? Donc, si on regarde un petit peu sur base d'une analyse totem, ce qu'on peut faire avec d'autres types de matériaux. Donc là, j'ai pris par exemple du polystyrène expansé avec du bitume, du pire avec du bitume, de l'EPS avec du PVC, du pire avec du bitume, etc. On voit du polystyrène avec de l'EPDM. On voit que globalement, en fait, ce qu'on trouve dans la NIT 280, c'est qu'effectivement, les toitures plates, quel que soit le type d'étanchéité, ont un impact environnemental relativement proche et pas vraiment la différence va pas vraiment être représentative. Donc on verra que par mètre carré de toiture, on va avoir quelque chose d'assez similaire en termes d'équivalent de kilogrammes de CO2. Ça correspondra environ à 1000 km qu'on aura roulé en voiture. Donc ça veut dire que chaque mètre carré de votre toiture plate, ça correspond à 1000 km que vous roulez avec votre voiture, le plein d'une citadine, par exemple. Est-ce qu'on a d'autres possibilités? Donc des possibilités qui vont être durables, réparables, faciles à entretenir, etc. Ben, j'ai par exemple pensé ici, on a par exemple pensé à proposer donc une toiture à faible pente qu'on mettrait avec du zinc à 10 degrés et remplir d'isolant souple, remplir la cavité avec de l'isolant souple en cellulose. Donc c'est le petit schéma qui est ici à côté de moi. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ben, on a pu simuler ça dans le logiciel Totem, c'est assez simple, hein, vous pouvez essayer par vous-même, et on voit qu'on a pu quand même diminuer un petit peu l'impact environnemental de la solution. Donc, effectivement, on a une solution qui est plus durable. Donc là, effectivement, Églantine, elle est aux anges, on lui a trouvé une solution qui était la plus durable possible pour rénover sa toiture, et on a pu justifier pourquoi c'était le cas. Donc on finit ici le premier chapitre qui était quand même assez important donc sur les principes de base. Donc avec en résumé donc les transferts de chaleur. Pour avoir une bonne isolation thermique, il faut pouvoir gérer donc la conduction thermique, un bon isolant, la convection d'air, une bonne étanchéité à l'air, et pour un bon confort, pouvoir gérer le rayonnement, notamment le rayonnement solaire en été. En ce qui concerne les transferts d'humidité, donc ça veut dire que pour avoir une composition qui va bien gérer les transferts d'humidité et éviter les problèmes de condensation, il faudra un pare-vapeur côté intérieur, en tout cas au moins une étanchéité à l'air, et la paroi la plus ouverte possible côté extérieur. Et sur base de ça, ben, on a construit nos différentes compositions de parois avec le pare-vapeur côté chaud, l'isolant, la sous-toiture, et qu'on adapte en fonction des situations.